l'aéroport international Indira Gandhi à New Delhi. La porte de l'Inde. « 12 novembre 1996. L'aiguilleur du ciel Vicky Dutta arrive pour prendre son service en fin d'après-midi. Il y avait un responsable. Il y avait une personne assise à côté de moi qui m'assistait. Tout était normal. Mais ici, normal ne veut pas dire calme. Cet aéroport est en passe de devenir un des plus encombrés du monde. En 1990, le gouvernement indien a signé l'accord dit de ciel ouvert avec plusieurs pays, ce qui a facilité l'accès des compagnies étrangères aux installations aéroportuaires du pays, et un bon nombre d'entre elles ont profité de cette aubaine. En conséquence, les contrôleurs gèrent plus d'avions que jamais. La politique du ciel ouvert a fait office de catalyseur au niveau du contrôle. Le volume du trafic aérien est passé de 175 à environ 225 mouvements quotidiens. Nous travaillons pendant une plage de temps donné. Qu'il y ait 10 avions qui arrivent à ce moment-là ou qu'il y en ait 20, il faut s'en occuper. Juste après 18 h, le vol 763 de la Saudi Arabian Airlines s'envole vers le soleil couchant. Train sur rentrée. Train rentrée. Rien à gauche. Le commandant Khalid Al-Shubaili éloigne de la piste son Boeing 747, pendant que son copilote Nazir Khan s'occupe des communications radio. Il y a 289 passagers à bord. Beaucoup sont des ouvriers indiens qui retournent travailler au Moyen-Orient. Saudi 763, dès l'envol de la piste 03, contactez le radar 127,9. Lorsque le vol 763 était sur la piste, ses mouvements étaient dirigés et surveillés par un contrôleur aérien installé dans la tour de contrôle de l'aéroport. Bonne journée. Peu après le décollage, la tour confie l'avion au contrôle d'approche, en l'occurrence à Vicky Dutta, qui se trouve lui ailleurs dans l'aéroport. Les contrôleurs d'approche d'Indira Gandhi guident les appareils dans l'espace aérien au-delà des pistes. Ils assurent le suivi de tous les avions en approche ou en partance dans un rayon de 110 km. Normalement, le contrôleur d'approche est responsable des arrivées et des départs. Quand les avions arrivent, il les dirige en toute sécurité et rapidement pour l'approche finale. Ce soir-là, Vicky Dutta s'occupe de 5 vols. Certains sont des départs, d'autres des arrivées. Il doit veiller à ce que ces avions soient assez éloignés les uns des autres pour des raisons de sécurité. Mais ils doivent être suffisamment proches pour ne pas provoquer de retard. On se coordonne en permanence avec la tour de contrôle qui gère le trafic au sol. Elle prévient le contrôleur d'approche que tel avion est prêt et qu'on peut le caser entre 2 vols. C'était comme ça qu'on travaillait à l'époque. Saudi 763, approchons du niveau de vol 100. Compris, montez au 140. Autorisé à monter au 140. Ce soir-là, un avion de transport de l'armée de l'air américaine se présente pour atterrir. Même s'il s'agit d'un vol militaire, il est sous la responsabilité de Vicky Dutta. On a dû avoir 3 ou 4 échanges avec le contrôleur. Il a vérifié notre altitude et il nous a informé de l'état du trafic dans les environs. Saudi 763, approchons du 140 pour plus haut. Le vol 763 atteint le niveau qui lui a été assigné, 14 000 pieds, et le copilote demande à monter plus haut. Maintenez-vous au 140, je vous rappelle pour plus haut.
Pour coordonner le trafic, Viquet-Douta demande au vol 763 d'arrêter de monter. Saoudi 763, maintenant le 140. Viquet-Douta surveille un autre avion qui vole vers l'est pour se poser à l'aéroport Indira Gandhi. Un vol Kazakhstan Airlines. L'Ilyushin IL-76, un énorme avion de fabrication soviétique, a été conçu pour les forces armées. Mais sa version modifiée est utilisée par des compagnies civiles. Viquet-Douta veut le faire passer par-dessus le vol 763 avant de le laisser atterrir. Ensuite, il autorisera le 747 à reprendre sa montée. Il devait se croiser avec une marge de 1000 pieds. Kazakh 1907, arrivons au 150. 46 000 nautiques de Delta Papa November. Compris, maintenez-vous au 150. Trafic identifié, midi, sens opposé, Boeing 747 de la Saoudi. Viquet-Douta ne veut pas que l'équipage kazakh soit surpris de voir arriver le 747 saoudien. Les avions n'ayant pas de radar pour détecter les autres appareils, les pilotes ont besoin que les contrôleurs leur signalent leur présence. Maintenons le 150. Kazakh 1907, nous vous recontacterons. Dans combien de nautiques? Tous les pilotes calés sur la fréquence radio du contrôle d'approche entendent les conversations avec le sol. Dans combien de nautiques? 8 nautiques. On était en vol à vue et on essayait de savoir par la radio où étaient les autres et où ils allaient. Trafic à 8 nautiques, niveau 140. Soudain, une terrible explosion déchire le ciel. Tout à coup, par la vitre côté droit, j'ai vu un nuage s'allumer. C'était des missiles? J'ai cru que c'était des missiles qui prenaient de la vitesse en tournoyant. Et on avait l'impression qu'ils filaient vers nous. Donc on a commencé à virer avant de se rendre compte que finalement, rien n'approchait. Le Boeing saoudien file vers le sol. Andy, ici 1815. 18-15, répétez. J'ai appelé le contrôleur à la radio. J'ai vu une grosse explosion. Il y avait un problème. L'avion saoudien et le gros porteur kazakh ont disparu de l'écran radar du contrôleur. J'ai vu les contacts s'allumer. L'aiguille a refait un passage. Mais il n'était plus là. Ensuite, on a entendu le contrôleur appeler l'avion saoudien et l'Ilyushin. Saoudi 763. Mais il n'y a pas eu de réponse. Bien sûr, ça nous a fait froid dans le dos. Une tragédie vient de se dérouler. Viquet-Douta va se retrouver au cœur d'une enquête qui va porter sur un des accidents d'avion les plus meurtriers de l'histoire. Kazakh 1907, quelle est votre position? L'inquiétude monte de plus en plus. Les appels de l'aiguilleur du ciel sont toujours sans réponse. Le pire cauchemar d'un contrôleur aérien, c'est une collision en plein vol. Saoudi 763. À eux deux, les avions transportaient 349 personnes. Kazakh 1907, votre position? J'ai appelé les deux avions une ou deux fois. Saoudi 763. Je ne savais plus combien j'avais d'enfants, où était ma femme, ma famille.
Le capitaine Tim Place confirme bientôt les pires craintes de Vicky Dutta. Delhi 18-15. 18-15, Qu'avez-vous vu? 2 incendies à terre. 2 incendies à terre, confirmé. Je confirme. Je confirme. Compris. Mon responsable s'est approché et je lui ai dit qu'un accident venait d'avoir lieu. J'ai signalé à notre personnel de lancer des recherches en précisant que les avions s'étaient écrasés à 40 000 nautiques à l'ouest de Delhi. 2 avions sont tombés sur Charkhi Dadri. La ville de Charkhi Dadri est à 75 km à l'ouest de New Delhi. Ces champs de moutarde et de céréales sont dévastés par les épaves en flammes des 2 avions. Tout d'un coup, le ciel est devenu rouge vif. Puis j'ai vu du feu et de la fumée. Un avion s'est approché. Il y avait des flammes et des morceaux d'avion qui volaient dans tous les sens. Les gens couraient. Les moteurs se sont détachés, l'avion s'est mis à tournoyer et il s'est abattu dans un champ. On m'a signalé qu'il y avait eu une collision en vol, qu'il s'agissait apparemment d'un gros porteur, et on m'a demandé d'aller voir. Ça a été une vraie décharge d'adrénaline, parce que je débutais ma carrière et je savais que je devais couvrir cette affaire. Envoyé sur les lieux par NDTV, Vishnu Som arrive en pleine nuit, quelques heures après le drame. On s'est garé sur le bord de la route. Il y avait un gros quartier de lune. Son caméraman et lui sont parmi les premiers journalistes à arriver. Éteins la lumière. N'attirons pas l'attention. La police a dû boucler le périmètre. Je suis entré dans le champ. J'ai cru qu'il était en jachère parce que rien n'y poussait. Il n'y avait que du sable. Il faisait sombre. Notre seule lumière était celle de la lune. Mais on a continué d'avancer. Ensuite, j'ai distingué des amas autour de moi. Des petits tas de tous les côtés. Mais comme on n'y voyait pas grand-chose, je ne savais pas ce que c'était. Puis je me suis arrêté parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de très bizarre. Allume. Allume. J'ai compris que les amas que je voyais autour de moi étaient soit des morceaux d'épave, soit des cadavres. Il y avait un arbre à environ 5 mètres sur ma droite. Il y avait un corps calciné dans les branches. C'est une image qui revient me hanter, même après tant d'années. Le lendemain, à l'aube, il n'y a plus aucun espoir de retrouver des survivants. Aucun passager n'a survécu. Il y a 349 morts. C'est la pire collision en plein vol de tous les temps. La nouvelle fait le tour du monde. What remains clear is that there was more than one set of factors that might have resulted in the collision. Il y a 2 épaves bien distinctes. KPS Nahir est un des premiers enquêteurs à arriver sur les lieux. J'ai été atterré, horrifié. Je ne peux pas l'expliquer parce que je n'avais encore jamais rien vu de pareil. C'était inexplicable. L'avion kazakh et le gros porteur saoudien sont tombés à 7 km l'un de l'autre. Les enquêteurs analysent les 2 sites tout en sachant qu'une seule et même cause expliquera ce double accident. Ça n'est pas comme quand un seul avion s'écrase. Là, 2 gros porteurs s'étaient percutés en plein ciel
Donc les causes de l'accident étaient forcément différentes. Comment deux appareils censés se trouver à 1000 pieds l'un de l'autre, soit environ 300 mètres, ont-ils pu se percuter? Les enquêteurs envisagent trois possibilités. Une erreur du contrôleur, une erreur d'un des équipages ou une panne à bord d'un des avions. Ils espèrent que les épaves tordues contiennent les indices dont ils ont besoin. La première priorité, c'est de retrouver les deux boîtes noires de chaque appareil. Elles enregistrent les conversations dans le poste de pilotage et des données importantes concernant le vol, comme l'altitude, la vitesse et le cap. Malgré les incendies, les 4 boîtes noires sont retrouvées dès le premier jour de l'enquête. Pour l'instant, elles sont encore muettes. Les experts ont besoin de plusieurs mois pour extraire les données qu'elles contiennent. En attendant, les enquêteurs s'intéressent aux échanges entre les deux avions et l'aiguilleur du ciel. Dans cette affaire, nous disposions de la transcription du contrôle aérien. N'étant pas équipés de radars embarqués, les avions sont guidés par des contrôleurs. La pression dont Vicky Duta fait l'objet devient presque intolérable. Est-il responsable de la collision la plus meurtrière de l'histoire? Ça a été une période difficile. Les médias ont crié au scandale, mais je leur ai dit que je n'avais pas commis d'erreur. Bonjour, je m'appelle Vicky Duta. Désolé de vous avoir fait attendre. Asseyez-vous. Les enquêteurs veulent savoir tout ce qu'il a fait le soir de l'accident. Il y avait du trafic? Toujours le soir. Le radar de New Delhi n'indiquant pas l'altitude des avions, les contrôleurs inscrivent leur position sur des bandes de papier mises à jour régulièrement. C'est la seule façon d'assurer le suivi des vols dont ils sont responsables. Le niveau de vol n'étant pas indiqué, il doit être confirmé par le pilote. Kazakh 1907. Arrivons au 150. Les contrôleurs aériens ne peuvent connaître l'altitude que lorsque l'équipage la leur transmet. Ce sont vos notes? Oui, celle du vol kazakh et celle du saoudien. Les enquêteurs constatent que Vicky Duta gérait 5 avions au moment de l'accident et que les deux appareils accidentés volaient dans des directions opposées dans le même couloir aérien. La zone que doit gérer chaque contrôleur est divisée en plusieurs couloirs aériens qui canalisent le trafic au départ et à l'arrivée. Mais un bon nombre de couloirs sont réservés au vol militaire. En fait, même dans un aéroport aussi fréquenté, il n'y a qu'un couloir principal pour les avions civils. Dans de telles conditions, l'aiguilleur du ciel doit respecter des règles strictes. Entre deux avions, le règlement stipule qu'il faut une séparation verticale minimale de 1000 pieds. En volant, un avion produit un sillage de turbulences. Ces dernières pouvant perturber les autres appareils se trouvant dans le secteur, les contrôleurs maintiennent les avions à des altitudes différentes. Maintenez-vous au 140, je vous rappelle pour plus haut. Vicky Duta devait s'assurer que les deux avions volaient à des altitudes séparées par 1000 pieds. Il fait donc passer l'avion en approche 1000 pieds au-dessus de celui en partance. C'est une procédure de routine qu'il a déjà effectuée à de nombreuses reprises. Mais l'un des deux avions n'était pas à sa place, et les enquêteurs se demandent si Vicky Duta n'a pas commis une erreur qui a conduit à la collision. En épluchant les transcriptions, il constate que l'aiguilleur a donné les bonnes indications aux deux appareils. Mais comme son radar n'affichait pas l'altitude, il n'avait aucun moyen de s'assurer qu'elles avaient bien été respectées. Les enquêteurs sont tellement persuadés que Vicky Duta n'a pas commis de faute que 3 jours après le drame, il reprend son service. Quand ma famille et mes amis l'ont appris, ils ont poussé un soupir de soulagement, parce que j'étais blanchi.
Les enquêteurs retournent sur les lieux pour récupérer certains instruments des deux appareils. Car une défaillance mécanique a peut-être fait dévier un avion de sa trajectoire. Normalement, l'altimètre avait dû s'arrêter à l'altitude à laquelle l'accident avait eu lieu. Nous voulions donc savoir quels chiffres ces appareils avaient enregistrés au moment de l'accident. Mais le poste de pilotage du 747 saoudien étant fiché dans le sol, il faut creuser. Le nez de l'avion saoudien était loin sous terre, à environ 10-12 mètres. L'avant s'était enfoncé jusqu'à cette profondeur. Il a donc fallu faire venir des engins de chantier, des pelleteuses, pour creuser et soulever le poste de pilotage. Les altimètres de l'Ilyushin kazakh sont plus faciles à retrouver, l'avion n'étant pas tombé le nez en premier. Il se peut donc que les enquêteurs trouvent des indices quant à son altitude précise au moment de la collision. En examinant ces appareils, les enquêteurs constatent qu'il y a effectivement quelque chose de bizarre. Le pilote et l'officier pilote de ligne avaient tous les deux un altimètre devant eux, mais ils n'affichaient pas la même altitude. Il y avait une différence de 300 pieds entre les deux. Étrange. Cet écart a peut-être induit les pilotes en erreur, mais il peut aussi être consécutif au choc. Pour l'heure, les enquêteurs n'en savent encore rien. Surtout là et là. Les plus gros plans possibles. Les enquêteurs doivent déterminer lequel des deux avions était à la mauvaise altitude. Ils examinent d'autres indices, comme la disposition des dégâts, qui permettront peut-être de répondre à une question essentielle. Quel était l'angle entre les deux avions au moment du contact? Les fragments sont distants de plusieurs kilomètres. Mais un gros morceau de l'empennage arrière du Boeing saoudien est retrouvé à l'entrée du champ de débris. A priori, c'est donc un des premiers morceaux à s'être détaché de l'avion. Les points de contact les plus importants, dans ce cas précis, se situaient entre la queue de l'Ilyushin 76 et l'aile du Boeing 747 de la Saudi Airlines. La queue de l'avion kazakh semble avoir coupé l'aile gauche de l'appareil saoudien. Si c'est bien le cas, ça signifie que l'Ilyushin n'était pas au-dessus du Boeing, contrairement à ce que pensait le contrôleur aérien, mais en dessous. Cette découverte ne fait qu'épaissir le mystère. Les enquêteurs ignorent toujours lequel des deux avions n'était pas à sa place. En revanche, ce qu'ils savent, c'est qu'après la collision, les deux appareils étaient condamnés. Après avoir tranché l'aile du Boeing, la queue de l'Ilyushin a déchiré l'empennage horizontal. Il a été arraché sur 5,50 m et sans cette pièce, l'équipage n'avait aucun moyen de piloter. À la suite de ça, l'avion s'est lancé dans une spirale impossible à contrôler. Dans ce cas précis, je dirais que les deux avions se sont retrouvés dans la même situation. Désormais, les enquêteurs savent comment les deux avions sont entrés en collision. Mais ils ignorent toujours pourquoi ils volaient au même niveau et à quelle altitude ils se trouvaient. Comment l'avion kazakh, qui devait être au-dessus de l'appareil saoudien, s'est-il retrouvé en dessous? Près de 2 semaines après le drame, Ashok Verma rejoint les enquêteurs sur les lieux.
À ce moment-là, les opérations d'excavation du poste de pilotage de l'avion saoudien étaient terminées. Les équipements qui pouvaient être récupérés l'avaient donc été. Comme les autres indices retrouvés jusqu'alors, ceci n'explique pas ce qui s'est passé, car la violence du choc les a complètement détruits. On ne trouve rien. Les dégâts sont trop importants. Ouais, regardez ça. On ne retrouverait presque rien d'utile. Malgré cette déception, les enquêteurs continuent. Ils ont tiré tout ce qu'ils pouvaient des vestiges. Tout dépend désormais de ce que les boîtes noires vont leur apprendre. Ils espèrent que les indices dont ils ont besoin se trouvent sur la bande enregistrée ou dans les paramètres. Où étaient les avions au moment de la collision? Et comment se sont-ils retrouvés sur des trajectoires convergentes? Monte au 150 parce qu'au 140, regarde! Trois mois se sont écoulés depuis le drame. Les spécialistes entament l'analyse des deux boîtes noires. Pour éviter tout parti pris, elles sont examinées en Angleterre par les techniciens de l'AAIB, l'homologue britannique du bureau d'enquête et d'analyse. Il était essentiel que les enregistreurs soient analysés dans un pays neutre. Chaque avion est équipé de deux boîtes noires, un enregistreur de paramètres et un enregistreur phonique. Le premier contient des renseignements sur des dizaines de paramètres, dont l'altitude, la vitesse air et les actions des pilotes sur les commandes de vol. Le deuxième enregistre les conversations dans le poste de pilotage. Bonne journée. Les enquêteurs utilisent les données des boîtes noires pour dresser une chronologie des événements. Peter Shepard dirige le service technique de l'AAIB. Il va remonter le temps à partir de la collision. L'instant de la collision est défini par les changements très rapides des paramètres des deux avions. Si on considère que c'est l'instant zéro, on peut établir un lien entre ce moment et la chronologie de chaque avion pour dresser ensuite une chronologie commune. Peter Shepard et son équipe commencent par le 747. Saudi 763, approchons du 140 pour plus haut. Maintenez-vous au 140. Je vous rappelle pour plus haut. Saudi 763, maintenant le 140. L'enregistreur phonique révèle que les pilotes saoudiens ont reçu des instructions claires quant à l'altitude à respecter et semblent les avoir comprises. Après qu'on leur a notifié de rester à 14 000 pieds, ils ne demandent plus à monter, ce qui les aurait placés sur la trajectoire de l'Ilyushin. Ensuite, Peter Shepard analyse l'enregistreur de paramètres pour vérifier que le 747 a bien respecté les instructions. L'enregistreur de l'appareil saoudien a montré que l'altitude avait été normale pendant la montée. Les pilotes se sont ensuite mis en palier à 14 108 pieds, nettement dans les limites de leur couloir de sécurité. L'avion s'est mis en palier à l'altitude demandée, 14 000 pieds, et il est resté à ce niveau de vol. Les pilotes saoudiens ont suivi à la lettre les instructions du contrôleur aérien, ce que confirme le collationnement. L'aiguilleur du ciel voulait que les deux appareils soient à des altitudes distantes de 1000 pieds, le 747 devant être en dessous de l'Ilyushin. Puisque les pilotes saoudiens ont suivi cette instruction, ce sont vraisemblablement leurs homologues kazakhs qui n'étaient pas à leur place. Et effectivement, en analysant les renseignements de l'enregistreur de paramètres de l'Ilyushin,
les techniciens constatent qu'il volait nettement en dessous des 15 000 pieds auxquels il devait se maintenir. Quelques instants avant la collision, l'Ilyushin est à 14 100 pieds, près de 1000 pieds en dessous de l'altitude qui lui a été notifiée, et à moins de 3 mètres en dessous de celle du 747. Ensuite, il accélère et percute l'avion saoudien. L'équipage kazakh n'avait pas cessé de descendre depuis l'altitude qu'on lui avait attribuée, à savoir 15 000 pieds. Mais pourquoi l'avion était-il si bas? Kazakh 1907, votre position? Kazakhstan Airlines avance une théorie pour expliquer cette perte d'altitude. La défense des Kazakhs s'appuyait principalement sur la présence de turbulences. Des turbulences ont peut-être fait descendre l'avion. L'enregistreur de paramètres indique que l'équipage a apparemment suivi un trajet chaotique. Il signale 2 chutes brutales de plus de 400 pieds. La compagnie affirme que ces 2 chutes sont le résultat de turbulences. Mais Peter Shepard n'est guère convaincu. Quand on a remarqué ces 2 chutes de 250 à 500 pieds, on s'est dit que quelque chose ne collait pas. Ce taux de descente dépassait ce qu'un avion est capable de faire. Comment expliquer des chutes aussi brutales? Ou aussi brutales en apparence? C'est ce que Peter Shepard veut savoir. On a essayé de comprendre les inexactitudes de l'enregistrement kazakh en analysant les autres paramètres pour déduire l'altitude. Ce sont des mathématiques complexes. En exploitant les renseignements comme la vitesse et le taux de descente, Peter Shepard conclut que l'avion procédait à une approche tout à fait régulière. La raison expliquant ces chutes apparentes est simple. Le capteur qui transmettait l'altitude à l'enregistreur de paramètres était défectueux. Il se bloquait, cessait d'envoyer ses données pendant quelque temps, et quand il se débloquait, donnait l'impression fausse que l'avion avait perdu brutalement une altitude considérable. C'est un peu comme s'il y avait de la colle qui bloquait l'appareil. Mais à la longue, l'altitude réelle avait tellement changé que l'appareil se débloquait d'un coup, avant de se bloquer à nouveau. Les enquêteurs peuvent désormais rejeter les turbulences comme ayant été un des facteurs de la collision. Il n'y a pas eu de descente brusque? En examinant le livret d'entretien, les enquêteurs découvrent que les altimètres de l'avion kazakh fonctionnaient convenablement. Ils ont conclu que la différence d'affichage des 2 appareils est la conséquence et non la cause de l'accident. Pour comprendre pourquoi l'Ilyushin a continué à descendre après avoir reçu l'ordre de se maintenir à son niveau de vol, les enquêteurs analysent l'enregistreur phonique. L'enregistrement commence bien avant l'accident, et au départ, rien n'indique qu'il y ait le moindre problème. Kazakh 1907, rappelez passant le niveau. Passons le 240, Kazakh 1907. L'IL-76 étant un avion militaire modifié, il a pour caractéristique d'avoir un poste d'opérateur radio dans le cockpit. C'est Igor Rep qui s'occupe des communications du vol. Roger. Contactez la fréquence Delhi approche 127,9. 127,9. Au revoir, Kazakh 1907. L'avion arrivant à l'aéroport, Igor Rep contacte le contrôle d'approche. Delhi approche, bonsoir, Kazakh 1907. Passons le 230 vers le niveau 180. J'ai dit à l'avion de descendre, puis de se maintenir au niveau de vol 150, soit 15 000 pieds. Compris Kazakh 1907, descendez au niveau de vol 150. Rappelez atteignant. 1000 pieds de séparation verticale, ça suffit. Et c'est ce qui a été accordé aux 2 avions. Kazakh 1907, atteignons le 150.
L'opérateur radio kazakh a déclaré « Atteignons le 150 ». 1 minute avant l'impact. À cet instant, l'avion kazakh semble être à sa place, c'est-à-dire 1000 pieds au-dessus du vol 763. Mais au lieu de se mettre en palier, l'Ilyushin a continué à perdre de l'altitude. C'est là que les ennuis commencent. En comparant les données des deux enregistreurs, les enquêteurs remarquent quelque chose de troublant. Kazakh 1907, atteignons le 150. Quand Igor Rep annonce que l'avion est à 15 000 pieds, il est en fait 1000 pieds plus haut. Comment a-t-il pu commettre une erreur aussi énorme? Pourquoi annoncer que l'avion était à 15 000 pieds s'il était en fait à 16 000 pieds? Les enquêteurs s'intéressent alors à la disposition du poste de pilotage. L'opérateur radio n'a pas d'altimètre indépendant. Il y a 2 altimètres gradués en mètres, un devant chaque pilote. Pour les voir, l'opérateur radio a juste à tourner la tête. Quelle qu'en soit la raison, Igor Rep se trompe en lisant l'altitude de l'avion et il est le seul à être en contact avec le sol. Même si on lui a dit de rester à 15 000 pieds, l'avion continue de descendre. À ce moment-là, Vikeduta alerte l'équipage kazakh. Trafic identifié, midi, sens opposé, un Boeing 747 de la Saoudie à 10 nautiques. Croisement dans 5 nautiques, rappelez si visuel. Il demande à l'équipage de faire attention au vol 763, mais l'Ilyushin continue de descendre. Devant? Oui. Juste avant la collision, Igor Rep semble se rendre compte que l'avion est dangereusement bas. Mais il est trop tard. Reste au 150, ne descends pas. Accélère, Sania. L'enregistreur phonique confirme ce que les techniciens ont découvert dans les paramètres du vol. Au moment de la collision, l'avion kazakh tentait désespérément de revenir à l'altitude qui lui avait été allouée. Monte au 150 parce qu'au 140, regarde. Malgré tout, les enquêteurs restent perplexes. Pourquoi l'avion a-t-il continué à descendre? Après avoir rejeté l'hypothèse d'une erreur du contrôleur et celle de la défaillance mécanique, il fallait examiner dans les détails le facteur humain pendant le vol. Le Kazakhstan est une des républiques indépendantes qui faisait autrefois partie de l'Union soviétique. La compagnie nationale ne jouit pas d'une très bonne réputation à l'aéroport Indira Gandhi. On avait l'impression que c'était des pilotes un peu désinvoltes qui assuraient des vols charters et ne respectaient pas nécessairement les usages de l'aviation moderne occidentale. Nous avons examiné les connaissances en anglais de cet équipage, qui avait été formé dans les États soviétiques. Les 3 hommes avaient été reçus à leur examen dans cette langue, mais ils ne la parlaient pas couramment. Ashok Verma écoute plus attentivement l'enregistrement pour voir si l'équipage a mal compris les instructions. La barrière de la langue est-elle à l'origine du drame? Dans combien de nautiques? Trafic à 8 nautiques, niveau 140. Les Kazakhs ont-ils confondu leur altitude avec celle allouée à l'avion saoudien? Rappelez à 8 nautiques. Ashok Verma découvre que les membres d'équipage ne communiquaient pas clairement entre eux. Igor Rep s'occupait des communications avec le contrôle d'approche, mais rien n'indique que ses 2 collègues écoutaient les instructions qu'il leur donnait. Branchement, réchauffage d'entrée d'air moteur. Pendant que les pilotes discutent des procédures d'arrivée, seul Igor Rep s'occupe de l'altitude. On va voir, 1907. Habituellement, on termine le briefing arrivé avant le début de la descente, pour que tout l'équipage puisse faire attention à la radio. Si l'opérateur radio semble avoir compris que l'avion saoudien était à 14 000 pieds, les enquêteurs supposent que le copilote a pensé qu'il était lui autorisé à voler à cette altitude.
ce qui expliquerait pourquoi l'avion a continué à descendre. Tiens le niveau. Lequel on nous a donné? Le pilote semble perturbé. Je pense que les pilotes n'ont pas fait très attention et qu'ils se sont trop fiés à l'opérateur radio pour diriger l'avion lors de cette phase de vol très importante. La remise des gaz et la remontée s'avèrent tragiques. Reste au 150, ne descends pas. Accélère, Sania. Monte au 150 parce qu'au 140. Regarde. Le rapport incrimine l'équipage kazakh qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Une simple incompréhension a provoqué la mort de 349 personnes. L'enquête a conclu que la cause principale de cette collision en vol était le non-respect de l'altitude allouée à l'avion kazakh. Les enquêteurs sont certains d'avoir trouvé la cause de la collision la plus meurtrière de l'histoire. Mais ils veulent malgré tout que le secteur aérien prenne des mesures pour rendre l'aéroport Indira Gandhi plus sûr. Ils découvrent alors que la technologie qui aurait pu empêcher le drame était déjà sur place. Saoudi 763. Les enquêteurs ont conclu qu'une mauvaise communication dans le poste de pilotage et une simple incompréhension ont coûté la vie à 349 personnes. Pourtant, les équipements qui auraient permis d'éviter une telle catastrophe existent. Ils auraient pu aider les pilotes et les aiguilleurs du ciel, ce qui explique les critiques sévères des enquêteurs à l'égard du radar utilisé à New Delhi. Les contrôleurs aériens utilisaient une technologie vraiment dépassée. Il n'y avait pas de radar secondaire à l'aéroport de New Delhi, mais seulement un vieux radar primaire. Le radar primaire envoie des signaux radio pour localiser les avions dans le ciel. Ces signaux rebondissent sur l'avion et reviennent vers une antenne installée au sol, ce qui permet d'indiquer la position de l'appareil, mais pas son altitude. Le radar primaire donne une image en 2 dimensions. Les radars secondaires fonctionnent différemment. Un transpondeur embarqué émet un message qui contient des renseignements clés, comme l'altitude. Saoudi 763, approchons du niveau de vol 100. Compris, montez au niveau de vol 140. Le jour de l'accident, le contrôleur d'approche pouvait seulement s'appuyer sur ce que les équipages lui disaient pour connaître l'altitude des avions. Kazakh 1907. Atteignons le niveau de vol 150. L'opérateur radio a annoncé que l'Ilyushin se trouvait à 15 000 pieds. Mais Vicky Douta n'avait aucun moyen de le vérifier. S'il avait pu le faire, il aurait fait dévier le 747 pour éviter la collision. Avec l'image en 3D, on gagne un peu de temps pour réagir et faire dévier un avion. L'Inde avait commandé un système de contrôle aérien doté de radars secondaires, mais aussi d'équipements de communication et de navigation plus performants. Ce système aurait dû être installé 2 semaines avant le drame. Mais le jour fatidique, il était encore dans les cartons. Le radar secondaire représente un progrès par rapport au radar primaire. Dans ce cas précis, comme il fournit l'altitude, il aurait permis d'éviter un accident de cette nature. Au cours de l'année qui suit le drame, 3 collisions sont évitées de justesse à proximité de l'aéroport Indira Gandhi. Pourtant, il faudra patienter plus de 2 ans avant l'installation du système de radar secondaire.
Aujourd'hui, les contrôleurs peuvent visualiser le numéro de vol, l'altitude et le cap de chaque avion. Ces renseignements sont nettement plus complets que ceux dont Vicky Edouta disposait. Les experts pensent qu'un autre équipement aurait permis d'éviter la collision, le TICAS. Le TICAS émet des avertissements à l'attention des pilotes. Il leur donne le temps de réagir, attire leur attention sur ce qui se passe dans les alentours et surveille la séparation verticale. Le TICAS est un système anti-collision qui peut être installé à bord des avions de ligne. Dans de nombreux pays, il est d'ailleurs obligatoire. Il alerte les pilotes lorsque des avions s'approchent trop les uns des autres et suggère automatiquement des actions correctives. Mais aucun des deux avions n'en était équipé. Les autorités aéroportuaires indiennes ont également renforcé la sécurité en modifiant les couloirs aériens à l'arrivée et au départ. Au moment de l'accident, il n'y avait qu'un couloir pour les avions de ligne qui se posaient et qui décollaient. Avec l'augmentation du trafic aérien, il est devenu trop fréquenté. Conséquence directe du drame, des couloirs supplémentaires ont été ouverts. De manière générale, les normes en matière de sécurité se sont améliorées. On se préoccupe davantage de la sécurité. Une technologie démodée et une mauvaise communication ont donc conduit à la collision. Comme dans presque tous les accidents d'avion, un enchaînement de petits problèmes s'est soldé par un désastre. Quand j'y repense, je me dis que ces gens n'ont vraiment pas eu de chance de se croiser ce soir-là. Il y a une chance sur 1 million pour que ça arrive. Des appareils auraient pu l'éviter, comme les radars, les systèmes anti-collision. Et ce matériel est de plus en plus performant. Je n'ai pas peur de voler. C'est certainement le destin. Mais je suis content de ne pas avoir eu 5 minutes d'avance. Ça, c'est sûr. Vicky Edouta a mené une longue carrière de contrôleur aérien. Aujourd'hui, il participe à la formation de ses jeunes collègues. Je suis instructeur en chef et je forme des contrôleurs. Je suis accro à mon boulot, je l'adore. Vraiment. Initialement soupçonné d'avoir été à l'origine du drame, il a participé à la mise en œuvre des moyens qui font de l'aéroport de New Delhi un endroit plus sûr. Ses efforts ont été payants. Ces installations voient désormais passer 20 millions de passagers chaque année. Depuis l'introduction du nouveau radar et l'ouverture des couloirs supplémentaires, plus aucun accident mortel n'a été à déplorer.